Horner pensait pas que Verstappen résisterait à Sainz au Canada. Je pensais pas qu'il serait capable de résister, a-t-il déclaré. Le DRS est assez puissant ici, quand c'est du 1 contre 1, mais il a fait une course incroyable et n'a pas fait d'erreur. Il a été exceptionnel ce week-end, je pense que dès le premier jour des EL1, il a mené à peu près toutes les séances du week-end. Cette course n'a pas été simple pour nous, parce que les voitures de sécurité virtuelle étaient probablement le pire moment pour lui. Il a fait en sorte que ça marche, malgré la pression qu'il subissait. La chose importante était que nous lui avons obtenu la position en piste pour le dernier relais de la course. Il y avait une énorme pression, énorme, après la dernière voiture de sécurité, avec une Ferrari très rapide derrière lui. Le Britannique ne saurait pas départager la F175 de l'RB18 pour savoir quelle voiture avait réellement l'avantage. Les deux affichaient des performances différentes à différents endroits du tracé. Je pense que c'est très serré. Si vous regardez le premier secteur, nous étions les plus rapides. Mais si vous regardez le secteur intermédiaire, ils étaient un peu plus vite. Et puis dans le dernier secteur, nous étions à peu près au même niveau. Donc c'était vraiment serré. Horner pense que sans la voiture de sécurité qui a permis à Sainz de faire un deuxième arrêt, il aurait été intéressant de voir la lutte entre Sainz et son pilote. Verstappen remonter sur Sainz et aurait eu une chance de dépassement en fin de course, qui intrigue Horner. On était en 2 arrêts, ils étaient en 1. Et on aurait dû faire le dépassement pour la victoire dans les 5 derniers tours environ. Nous pensons que les pneus se seraient dégradés vers la fin. Ça aurait été un sacré relais sur 50 tours pour lui avec ce pneu. Mais ils avaient une voiture très rapide aujourd'hui et Carlos il était dessus. Ouais, honnêtement, je pense qu'il l'aurait bouffé Verstappen. Sainz, il avait du mal à l'épingle, hein, comme on a vu en plus. Donc, il l'aurait pas tenu, hein, vraiment. Avec les pneus morts, c'était impossible. Il aurait peut-être fait illusion 2-3 tours, mais il l'aurait viré assez vite. Donc au final, ça n'a pas changé grand-chose, je pense, au résultat de la course, cette safety car. Vous en pensez quoi, à vous? Ciao. Albon espère que les Evo de la Williams iront dans le bon sens à Silverstone, des faiblesses en termes de performance et d'équilibre à combler. Non, je pense que c'est peine perdue, hein, Williams. Hein. On ira à Silverstone avec des Evo et j'espère que nous pourrons constater des progrès, parce que c'est pas tout d'avoir des nouveautés, il faut aussi qu'elles fonctionnent. Je sais que le planning est tendu à Grove, donc il faudra voir si nous pouvons tout avoir à temps, déjà, et ensuite voir comment ces Evo se comportent. Albon a marqué des points pour l'équipe en Australie et à Miami, mais n'a pas marqué depuis. Tout le monde a eu des nouveautés, mais n'ont pas eu d'évolution majeure depuis un moment maintenant. Donc il y a cet aspect qui explique aussi nos performances actuelles. Sur le plan de l'équilibre, nous avons toutefois des faiblesses dans la FW44 qui ne sont pas assez claires pour que nous puissions les corriger avec ce qu'on a en ce moment. Même avec les réglages, on compte sur les nouveautés de Silverstone. Très bien. Eh ben, de toute façon, ça finira à 19 et 20, hein. Williams encore. Allez, peut-être 18ème s'il y a une voiture qui se rate. Mais bon, voilà, j'ai pas trop d'espoir pour cette équipe cette année, hein, c'est fini. Hein. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, une deuxième bonne nouvelle pour Mercedes, qui aura davantage de tests aéro dès le mois de juillet, grâce au système ATR mis en place l'an dernier. Pour la deuxième partie de saison 2022, les équipes vont avoir une modification de leur nombre de tests en soufflerie. Du temps passé à travailler en CFD comme prévu, Mercedes va faire partie des gagnantes. En effet, l'équipe championne du monde en titre n'est plus que 3ème du championnat actuellement, et les 2 positions perdues par rapport à fin 2021 lui permettent de passer à une ATR à 80% au lieu de 70% début d'année. Ouais, c'est toujours 10% de gagné, hein. L'ATR, pour Aerodynamic Testing Restriction, soit restriction de test aérodynamique, est arrivée en F1 l'année dernière. Ça permet aux équipes de bénéficier de plus de temps de développement lorsqu'elles sont en difficulté, là où les meilleurs voient leur temps de soufflerie et de travail informatique réduit. C'est le 30 juin que les règles changent et s'adaptent au classement en cours du championnat du monde des constructeurs. Ferrari et Red Bull vont donc voir leur nombre de tests en soufflerie être réduit de 5%. Hormis Mercedes, c'est Williams qui gagne le plus avec 115% au lieu de 105%, puisque l'équipe a perdu 2 places au championnat. AlphaTauri et Aston Martin gagnent 5%, tandis qu'Alfa Romeo est l'équipe ayant le plus perdu au change. Ah oui, ils ont perdu 15%. C'est beaucoup, hein. Pour Mercedes, ce n'est pas une décision miraculeuse afin de régler ses problèmes actuels, mais l'équipe pourra au moins bénéficier de plus de temps pour développer sa voiture 2023, jusqu'au nouveau changement en fin d'année. Ouais, c'est pas faux. Et puis pour solutionner quelques soucis sur cette voiture-là aussi, ça pourrait aider. 10% de plus, c'est pas énorme, mais bon. C'est toujours mieux d'avoir 10% de plus que 10% de moins, pour le coup. Allez, on prend ce qui est bon à prendre, on va dire. Ciao. Ferrari espère que la fiabilité posera aussi problème à Red Bull. Ah, bah elle a posé problème à Red Bull en début de saison, les gars. Hein. Mais vous n'en avez pas en profité, hein, de ces points gagnés à cause des abandons des autres. Quelle erreur, quoi. Nous avons vu que ça arrive sans vouloir souhaiter de la malchance à Max. Donc là, c'est Job Clear qui parle. Ni souhaiter de la gagner en vertu des abandons des autres. Mais la fiabilité jouera un rôle dans ce championnat, plus tard dans l'année aussi, pour tout le monde, donc il y aura des dés à lancer. Clear salue les performances de Leclerc depuis le début de saison. Impressionné par tout son travail, ce n'est pas seulement qu'il est très bon sur un tour, ses courses ont été bonnes cette année. Évidemment, l'erreur d'Imola était stupide, et il le sait, mais ça ne se reproduira pas. Ça montre juste qu'il pousse et il veut rester au contact de Verstappen. Alors il revient sur son erreur de Imola, mais bon, c'est pas ça qui lui a fait perdre le plus de points à Leclerc, hein, quand même. Hein.
On en parle de vos stratégies de merde aussi à Ferrari, là, et des arrêts ratés? Ça, il l'évoque pas trop, bizarrement. Silverstone offre évidemment une autre opportunité de pole et de victoire, et il va à chaque course en sachant qu'il peut faire la pole, donc en sachant qu'il peut gagner. C'est un énorme coup de pouce au moral et à la confiance de n'importe quel pilote. L'ingénieur veut que Ferrari continue son travail actuel, en cherchant à maximiser toutes les opportunités. Ce qu'on doit faire, c'est nous assurer que nous allons à chaque course et que nous faisons le meilleur travail possible en termes de perfo. Nous nous assurons d'être en première ligne et de faire la pole, de maintenir la pression sur Max et de continuer à piloter comme Charles l'a fait. Comme on l'a vu, Charles pilote très bien depuis le début de saison. Blablabla, blablabla. On attend de voir ce que vous allez enchaîner sur les 4 prochaines courses avant la pause estivale Ferrari. Là. Ces 4 courses seront cruciales pour la suite du championnat. Si vous faites encore baiser à chaque fois par Red Bull, c'est terminé. Il n'y aura plus aucun espoir de titre pour Charles Leclerc. Voilà, je vous laisse commenter. Ciao. Mercedes a trouvé la direction à suivre, selon Mike Elliott. Ah, ça c'est bien ça. Donc on avait vu que les évos très importantes doivent arriver à Silverstone. Donc il a déclaré, de mon point de vue, ce qui est vraiment bien, c'est de voir un peu plus de rythme de la part de la voiture en course. Ça nous a permis de trouver une direction. Nous commençons à comprendre nos problèmes. Nous commençons à avancer à grands pas. Mais nous sommes très réalistes, nous avons les pieds sur terre et nous savons que nous devons travailler très très dur pour tout résoudre. Nous devons transformer cette compréhension en éléments que nous pouvons apporter pour rendre la voiture plus rapide et nous essayons de le faire plus vite, aussi vite que possible. Les enseignements de ces courses vont servir aux prochaines pièces. C'est un peu trop juste pour Silverstone évidemment, mais ce que nous avons prévu ira a priori dans le bon sens. Ouais, on espère, oui. Le fait d'avoir exécuté une très bonne course au Canada nous a beaucoup aidé. L'équipe a vraiment tiré le meilleur de la W13 avec les 3e et 4e places. Mais on n'oublie pas que Perez a abandonné et que Leclerc a dû faire une remontée, sinon ça aurait été sûrement 5 et 6, comme d'habitude. Et oui, c'est ça le truc. Il y avait du mieux dans le rythme, mais c'était toujours un petit peu derrière Red Bull et Ferrari quand même, globalement. Mais ouais, on a peut-être gagné 2-3 dixièmes par rapport aux précédentes courses au tour. En rythme de course, c'est déjà pas mal. On a récupéré ces dixièmes-là, donc maintenant il faut trouver les dixièmes qui manquent, ça sera les plus durs, comme d'habitude. Les derniers dixièmes qui manquent, ce sont toujours les plus difficiles à choper. Je vous laisse commenter, ciao. Leclerc a-t-il la trempe d'un champion du monde? Villeneuve en doute. Oula. Oulala. Jacques qui parle à l'assaut de Charles Leclerc. Il est super rapide, mais pour l'instant il fait encore quelques petites erreurs et qu'il ne devrait pas commettre. À Imola par exemple, il n'est pas aidé par l'équipe. C'est l'énergie qu'ils ont tous ensemble qui compte. Pour l'instant nous savons qu'il est rapide, qu'il est agressif. Est-il un champion du monde? Est-il comme Max? Comment réagit-il sous pression quand c'est le money time pour le championnat? C'est ce qu'il nous reste à découvrir. Villeneuve n'a par exemple pas été si impressionné que ça par la remontée de Leclerc de 19e à 5e. Oui et non, quand vous êtes dans une Ferrari, vous ne devriez avoir qu'une Red Bull devant vous. Avant la course, ils ont pris ces pénalités parce que c'est Montréal, et dans leur esprit, le pire qu'ils pouvaient faire était de terminer 4e en ayant Perez toujours en course, et ils ne l'ont pas fait. Cela montre également à quel point Button était bon, car il était réellement devant une Ferrari. Il y avait aussi une voiture de sécurité qui a permis à Charles de se rapprocher du peloton. Il est terminé 5e. Alors oui, c'est bien, c'est une bonne récupération de points, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont eu un mauvais arrêt, et sont sortis derrière 4 voitures au lieu de les devancer. Se battre pour obtenir ces positions a tué leurs pneus. C'est pourquoi ils n'ont pas eu le Mercedes à la fin. Les Mercedes d'ailleurs. Il y avait Russell 4e. Ah là là. Bon bah ça va peiner un petit peu les fans de Max. De Charles, pas de Max du coup, clairement. Il insinue qu'il n'est pas prêt pour être champion du monde en fait, Leclerc. Notre ami Jacques Villeneuve. Toujours dans les commentaires acerbes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Horner ne veut pas que le titre en F1 se joue devant les tribunaux. Alors, ça aurait déjà pu être le cas l'année dernière. Et franchement, Mercedes, ils auraient dû aller jusqu'aux tribunaux. Ils n'ont pas eu les couilles de le faire, ça c'est dommage. Bon alors du coup là, est-ce que ça va se jouer aux tribunaux entre Ferrari et Red Bull? À cause des budgets cette fois. Christian Horner avait déjà fait part de ses inquiétudes à ce sujet précédemment. Il demande ainsi aux instances dirigeantes de faire le nécessaire pour que les titres ne se jouent pas devant les tribunaux. La manière dont vous concevez la voiture est sous votre contrôle, a déclaré Horner. C'est une chose sur laquelle vous travaillez avec vos designers. Vous contrôlez votre propre destin. Avec ce que nous voyons dans le monde en ce moment, nous ne sommes pas en contrôle des coûts liés à l'inflation qui affectent les ménages du monde entier. Au Royaume-Uni, une inflation de 11% est prévue. Cela a un effet direct sur le personnel, les matières premières, l'électricité, les produits de base ou encore les pièces fournies. Il s'agit selon moi d'un cas de force majeure dont les FIA doivent se saisir. Si la FIA n'a pas encore indiqué quelles seraient les pénalités attribuées en cas de plafond budgétaire non respecté, Horner insiste en affirmant que probablement 50% des équipes dépasseront le plafond d'ici la fin de l'année si les choses continuent ainsi, peut-être plus encore. Nous ne voulons pas d'un championnat qui se décide devant les tribunaux ou à Paris devant la FIA. Nous avons 6 mois pour régler ça. Nous devons agir maintenant. Alors moi je suis plutôt d'accord avec lui. Faut prendre les choses à bras le corps. Faut prendre le taureau par les cornes comme on dit. Sans jeu de mots avec Red Bull évidemment. Et faut faire ça maintenant.
Alors, soit la FIA dit, ok, vous avez 15-20 millions de dépassements acceptés. Donc là, les équipes en question, bah, elles vont s'en donner à cœur joie. Sinon, bah, la FIA dit, non, non, le plafond est toujours le même. Dépassement égale, je sais pas, par exemple, 1 million de dépassés égale 10 points en moins au championnat. Voire 20 ou 30, je sais pas. On pourrait faire un truc comme ça, à la limite. Au championnat constructeur, évidemment. Alors, est-ce que ça pourrait pénaliser les pilotes? Il faudrait pénaliser les pilotes aussi, parce qu'ils en profitent, les pilotes. Donc, bon, je ne sais pas ce que la FIA va décider. Donc, je continue. Nous ne voulons pas d'un championnat qui se décide devant les tribunaux à Paris. Voilà. Le dirigeant de Red Bull craint ainsi que de nombreuses personnes soient amenées à perdre leur emploi. En F1, si rien n'est fait. Je pense que les équipes de pointe devraient licencier environ 2 à 300 personnes, chacune si ça ne change pas. Est-ce normal? Le problème est que si le plafonnement des coûts échoue sur toute la ligne, il disparaîtra pour toujours. Et oui, il y a ce problème aussi. On doit trouver une solution à ce problème. Personne n'aurait pu le prédire. Nous avions réduit les budgets capés de 35 millions de dollars pendant la pandémie. Et là encore, personne n'aurait pu prédire les problèmes que nous avons rencontrés. Bon, moi je vous pose la question. À la place de la FIA, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous rehausseriez le plafond budgétaire quand même, à cause de l'inflation ou pas? Ou alors est-ce que vous laissez comme ça? En admettant que si on laisse comme ça, bah, des gens seront sûrement licenciés. Et d'un côté, si on rehausse, bah, les équipes comme Alpine, Alfa Romeo qui sont même pas au budget, bah, ils vont prendre cher finalement. Et ils vont gueuler. Donc ouais, c'est compliqué. Là je devrais pas être la FIA. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'ils vont décider. Il va falloir trouver un compromis, mais c'est compliqué. Hein. Bon, je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Red Bull a-t-elle déjà écarté définitivement Vips? Les communications du pilote et de l'équipe le laissent penser. Ah oui, Vips, je pense que c'est finito. Hein. Donc on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a été suspendu mardi par Red Bull, mardi soir, pour avoir lancé des injures en ligne, notamment caractère raciste et homophobe. L'Estonien qui avait fait des EL1 avec Red Bull en Espagne est également sous le coup d'une enquête de Hightech Grand Prix, son équipe de F2. Mais on peut légitimement se demander si Red Bull ne l'a pas déjà suspendu, puisqu'il a retiré la mention selon laquelle il est pilote Red Bull Junior Team sur ses réseaux sociaux, pour ne laisser que celle de Hightech et de la F2. Il est probable que Red Bull communique rapidement à ce sujet, car Red Bull a également supprimé l'Estonien de sa page Junior Team, sur laquelle on voit la mention de Liam Lawson, Durand Uvala et Iwasa, ou encore Denis Sauber. Oui, bon, il n'y a plus trop de doutes, hein, Vips, c'est fini. En même temps, Vips, désolé, mais il était prometteur il y a quelques années, mais plus les années ont passé au final, plus on se disait, bah, il est peut-être pas si bon que ça en fait. En attendant, Vips a reçu le soutien d'un pilote d'Indy Pro 2000. Super. Quel soutien de poids. Enam Ahmed, qui a fréquenté l'Estonien par le passé, le Pakistanais n'a jamais subi de discrimination venant de Vips. Ce qu'a dit Yuri était mal, mais de mon expérience personnelle, il n'a jamais été raciste. On m'a souvent traité de terroriste dans ma vie. Mon pays et ma religion ont beaucoup de stéréotypes. Mais depuis toutes les années que je connais Yuri, il n'a jamais fait une seule blague à ce sujet auprès de moi. Je sais ce que c'est le racisme et il ne l'est pas. Ouais, alors est-ce que c'est pas une occasion, entre guillemets, pour Red Bull de le virer de sa liste de pilotes aussi? Là, c'est clairement une occasion en or. Hein. Il cherchait peut-être une excuse de le virer sans devoir lui payer des indemnités ou je ne sais quoi. Peut-être que le contrat n'était pas cassable comme ça. J'en sais rien, je suis pas dans les coulisses. Mais là, du coup, l'occasion est trop bonne hein, pour le virer. On savait déjà que Marco l'appréciait pas trop, Vips. Donc, ma foi, c'est pas une grande perte pour eux, quoi. Hein. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Bon, ben, on attend de voir le communiqué officiel de Red Bull avant de tirer des conclusions, mais bon, ça sent très très mauvais pour Yuri Vips. Je vous laisse commenter, ciao. Aston Martin va enfin avoir une Evo importante à Silverstone. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. On apporte des améliorations tout le temps, mais les plus importantes sont gérées un peu différemment, déclare Crack. Pour Silverstone, nous aurons une autre Evo importante, mais je pense que la plupart des équipes en auront. Donc c'est aussi une question de savoir qui apporte quoi, et quelle sera l'efficacité. Mais nous sommes assez confiants de faire des progrès. La prochaine étape sera également bonne. Donc l'objectif doit être de vraiment prendre le dessus dans le milieu de peloton pour pouvoir marquer des points. Mike Crack confirme que son équipe veut terminer la saison vers le haut du peloton, et surtout mieux qu'elle ne l'a commencé. Il faut voir à quel point le peloton est serré. Si vous parvenez à être devant ce groupe, les points que vous marquez sont beaucoup plus importants que s'il vous manque ces 2 ou 3 dixièmes. Donc c'est aussi pourquoi nous ne pouvons pas simplement dire « nous travaillons sur la hauteur de 2023 ». Nous devons arriver à l'avant de ce peloton et ensuite, il sera plus facile de se battre pour les points parce que nous ne pouvons pas terminer une année là où nous l'avons commencé. Pas faux. Donc une version B de Aston Martin à Silverstone, vu l'importance de l'évolution. En même temps, c'est un peu leur course à domicile, hein, n'empêche. Donc c'est normal qu'ils apportent des évos à Silverstone. Pour bien briller à domicile, on l'espère évidemment, pour Sébastien Vettel. Et pour Stroll aussi, ne l'oublions pas.
Je vous laisse commenter, ciao. Ecclestone, Michael Schumacher aiderait Mick s'il était là, notamment face aux critiques de Haas. Ah, c'est sûr. Pour Mick, c'est un grand désavantage que Michael Schumacher ne soit pas là pour l'épauler. Nous ne savons pas si la voiture est bonne ou mauvaise, a déclaré Ecclestone. Ça fait une grande différence si la voiture convient à son style de conduite ou pas. Ecclestone pense que le fils du septuple champion du monde n'a pas besoin que son employeur lui rappelle sans cesse ses accidents. Il n'a pas besoin que les gens lui disent ça tout le temps. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider et ne pas le critiquer. Le Britannique pense que l'absence de Michael Schumacher auprès de son fils est un problème pour son encadrement. Si Michael était là, il dirait à Gunther où aller. Ça aiderait beaucoup. Cependant, Ecclestone admet que la situation de Schumacher en F1 est actuellement compliquée. Si elle contrarie l'équipe et qu'elle le met à la porte, la question sera alors de savoir si une autre équipe est prête à le prendre. Il souffre donc un peu et espère que quelqu'un lui donnera une chance. Il a les capacités, donc la question est de savoir s'il y a une équipe qui veut le prendre pour essayer de voir s'il est aussi bon que son père. Ah, malheureusement, j'ai déjà la réponse à cette question. Il n'est pas aussi bon que son père. On le saurait déjà sinon. Dès la F2, on l'aurait su. D'autant que la situation chez Haas n'est pas des plus confortables, avec une seule évolution prévue en Hongrie. J'aimerais le voir dans une voiture différente, une voiture plus compétitive. J'aimerais le voir dans une Mercedes, par exemple, ça serait bien. Red Bull serait également le bon endroit pour Mick. Ils s'occupent de leurs pilotes et essaient de trouver la meilleure situation pour eux. Ouais, alors Red Bull, honnêtement, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution pour lui. Vous pouvez voir à quel point le deuxième pilote de leur équipe est bon maintenant. Ils sont très bons et ils s'assurent que la voiture convienne aux pilotes. Même Mazepin, qui se moquait récemment de son ancien équipier, admet que les critiques publiques ne sont pas une bonne chose. J'ai été élevé de telle manière qu'il n'est pas d'usage de juger des personnes qui ont 2 fois mon âge. Je ne le ferai donc pas. Je ne connais pas beaucoup de gens qui lisent les nouvelles négatives sur eux-mêmes et qui se conduisent ensuite mieux. Si la critique publique aide quelqu'un, alors tant mieux. Mais je pense qu'il est plus utile de s'asseoir personnellement avec une personne et de tout exprimer en tête-à-tête. Voilà pour ces déclarations concernant Mick. Et encore une fois, pas de points marqués au Canada pour Mick, malheureusement. Alors qu'il avait fait une super qualif. Un problème technique, on a décidé autrement. Terrible. Je vous laisse me donner votre avis sur ce pilote. Michael Schumacher, bientôt décoré en Allemagne. Alors, j'imagine qu'il ne sera pas présent pour la remise du prix, vu son état de santé, ça m'étonnerait. Il va se voir décerner le prix d'État par l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie pour ses exploits sportifs exceptionnels et en reconnaissance de son engagement social exemplaire envers son pays d'origine. Donc il va se voir décerner ce prix le 20 juillet prochain. Il s'agit de la distinction la plus importante dans l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie. La cérémonie aura lieu au Motor World de Cologne, mais le champion du monde ne sera pas présent physiquement, bah oui, bien sûr, pour recevoir ce prix. Il sera représenté par sa femme Corinna Schumacher et ses 2 enfants Gina et Mick. L'ancien président de la FIA, Jean Todt, sera lui aussi présent et tiendra un discours. Le prix d'État est la distinction la plus importante dans l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie cette année sera décerné à Michael Schumacher pour ses exploits sportifs, etc., etc. En tant que personne, il n'a jamais perdu son attitude terre à terre et a toujours gardé un œil sur ses semblables. Sans que cela lui importe, ce caractère bien trempé, ses succès sportifs en ont fait une légende vivante. Mais justement, légende vivante, est-ce qu'il est vraiment vivant encore, ce pilote ? Ça serait bien qu'un jour, on ait une photo de son état de santé. Alors je sais que c'est un peu intrusif pour sa famille et tout, mais pour ses fans, les fans, je suis désolé, ils ont besoin de savoir dans quel état est exactement Michael Schumacher. Ses fans l'ont soutenu pendant des décennies en Formule 1. Ils ont le droit de savoir au moins en détail, enfin au moins une déclaration en détail de ce qu'il est actuellement, quoi. Alors moi je pense qu'il est dans un fauteuil roulant, dans un état léthargique. Est-ce qu'il peut parler ? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas qu'il puisse s'exprimer, Michael Schumacher. Je pense qu'il peut respirer sans outillage déjà, ce qui est déjà pas mal, mais est-ce qu'il peut s'exprimer ? Je pense que en vrai il est en mode légume. C'est triste à dire, mais c'est pour ça qu'ils veulent pas le montrer en fait, tout simplement. Mais ça serait bien qu'un jour quand même on sache en détail comment il est, quoi. Même s'ils veulent pas publier de photos, bon, je peux comprendre parce qu'il doit être un peu très amaigri et pas comme là, par exemple sur la photo qui est en illustration. Forcément, c'est pas le même homme, hein. Bon, ça c'est évident. Mais bon, ça serait bien qu'un jour on sache quand même. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao, ciao. Sauf Noir, les caméras de Netflix ont perturbé la réunion de Montréal. Ça a certainement contribué à ma réticence à parler. Oh, Otmar, c'est bon, c'est des caméras, hein. La réunion est devenue un peu rude, admet Mike Crack. Horner a déclaré que les caméras de Netflix étaient là, et que Toto Wolff a perdu son sang-froid de manière jamais vue. Il y avait une caméra, et je pense que c'est Christian qui a demandé si elle pouvait être éteinte. Mais je ne peux pas dire si elles étaient encore en cours d'enregistrement, ou encore si les micros de phone étaient ouverts tout le temps. Horner a comparé ça à du théâtre. Le nouveau film de Lewis arrive, peut-être que Toto y jouera un rôle, il m'a impressionné.
Software, patron de l'équipe Alpine, admet que le fait que Netflix soit là a certainement contribué à sa réticence à parler. Cela crée-t-il un drame qui n'existerait pas autrement? Je ne sais pas, mais je suis sûr que les gens supposeront que ça a un impact. Et peut-être que ce sera le cas. Eh bien, écoutez, on verra ça dans la saison 5 de Netflix, Drive to Survive, qui sortira sûrement en mars 2023, avant la nouvelle saison de F1 2023, du coup. J'ai hâte de voir ça. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, règlement 2026, Audi et Porsche dans l'attente, toujours dans l'attente. Honda pourrait revenir. Putain, mais Honda, sérieux, c'est des girouettes, hein, vraiment. Hein. Donc soit vous restez, les gars, soit vous partez, vraiment, en fait. Vous avez le cul entre deux chaises, on dirait, là. C'était bien la peine de dire on quitte la F1 pour au final rester à moitié dans la discipline. Hein. Donc Porsche et Audi ont l'intention d'entrer en F1 avec des règles plus simples et plus écologiques pour les unités de puissance, mais des renégociations et des désaccords internes entre les équipes et la FIA retardent le feu vert. Le Conseil mondial devrait approuver le règlement le 29 juin, donc c'est dans quelques jours, mais ça a été encore repoussé. Ah merde. Audi et Porsche attendent maintenant le feu vert avant la pause estivale, la FIA promettant un vote en juillet. Ce ne sera probablement pas à temps pour le Grand Prix d'Autriche où Porsche et Red Bull voulaient apparemment officialiser leur collaboration 2026. Ce retard signifie également que l'identité du partenaire d'Audi, qui devrait être Sauber, restera secrète pour le moment. Bon, il faudra qu'ils se décident, hein, tous, là, à un moment donné, l'attente a assez duré. Hein. Le groupe Volkswagen s'interroge sur le fait que la Formule 1 prenne autant de temps avec son règlement 2026, alors que Domenicali, PDG de la F1, est aussi nerveux, car deux autres constructeurs automobiles impliqués dans le sport, c'est un gros coup à venir. Apparemment, les retards visent à concilier les différences entre les marques de Volkswagen et les constructeurs établis en Formule 1 en particulier dans le cadre des nouvelles limitations financières qui s'imposeront aux motoristes. De plus, un différend interne à la FIA a encore retardé les choses avec un conflit signalé entre Momo et le secrétaire général Peter Bayer, conduisant au départ de ce dernier. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont viré alors. Ben Sulayem a maintenant assuré aux marques de Volkswagen que la réglementation sera en place en juillet. Cela a été confirmé, personnellement, au conseil d'administration d'Audi et de Porsche lors des conférences téléphoniques séparées, avant le Grand Prix du Canada, car le président de la FIA est Domenicali. Le président de la FIA est Domenicali. Une fois les accords Audi et Porsche signés, il est possible que Honda annonce son retour complet en Formule 1 pour 2026. Si ça se produit, il pourrait faire équipe avec AlphaTauri, ou même reprendre l'équipe de Faenza. Ah ouais, pourquoi pas racheter directement AlphaTauri, et en faire une équipe Honda F1 Team. Comme à la bonne époque. Alors on voit que ça marchait bien d'ailleurs Honda F1 Team en 2007, hein, avec la livrée Planète là. Je sais pas si vous vous souvenez avec Button et Barrichello en pilote. Qu'est-ce qu'elle était nulle cette équipe! C'était terrible. Hein. Des réponses sont attendues à ce sujet avant ou après la pause estivale. Mais bon, je me dis que s'ils rachètent AlphaTauri, ils auront quand même une bonne base de travail, donc ils seront pas dans les derniers. Bah écoutez, beaucoup d'annonces en suspens, on attend de voir ce qui va se passer effectivement. On aura quelques réponses, je pense, en juillet, avant la pause estivale normalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Piastri fera bientôt ses débuts en Formule 1. On l'attend, ça, avec impatience. Ça. Donc, comme la règle le dit, de toute façon, toutes les équipes doivent tester au moins un jeune pilote, par voiture, en EL1, donc, ou en EL2, comme ils veulent. Mais bon, a priori, ça sera tout le temps en EL1. Alors moi, d'ailleurs, je me faisais la réflexion, il n'y a pas beaucoup de voitures d'équipes qui l'ont fait. Hein. Il y a juste De Vries qui l'a fait. Qui d'autre? Il y a un mec chez Red Bull, c'était Vibbs, je crois, d'ailleurs, qu'il a fait aussi en début de saison à la place de Perez. Mais à part ces deux-là, il y a eu qui d'autre? Il y a eu personne, en fait. Kubica, peut-être, mais bon, lui, c'est pas un jeune pilote. Donc, va falloir qu'ils se dépêchent un peu, les équipes, parce qu'on arrive bientôt à mi-saison. Et personne n'a joué le jeu encore, donc sachant que ça reste obligatoire. Donc, Alpine, ils ont déclaré, donc, ils sont au volant d'une séance de Libre 1. Ça sera pas Silverstone, mais ça sera pas loin après ça. Donc, oui, on peut penser que ça sera plutôt l'Autriche. Sachant que Piastri a testé une Alpine de spécification 2021 sur la piste autrichienne plus tôt cette année. Il pourrait donc y faire ses débuts, à moins que ça se déroule au Grand Prix de France après. Bref, pour le Grand Prix de France, je pense quand même qu'ils vont prendre leurs deux titulaires habituels. Non, l'Autriche, oui, ça me paraît bien pour Piastri, qu'il fasse ses débuts officiels en Formule 1, en EL1, hein, pour qu'il prenne un peu ses marques dans la discipline. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Bon, on le savait déjà, hein, puisque Tost avait vendu la mèche au week-end précédent, au Canada donc. AlphaTauri confirme la présence de Gasly en 2023. Le Français de 26 ans est avec l'équipe de Faenza depuis 2017 et cette continuité sera un grand atout car il bénéficie d'une excellente relation de travail avec son groupe d'ingénieurs et tous les membres de l'équipe. Pierre est un vainqueur en F1 avec 3 podiums et 3 meilleurs tours en course et à ce jour a marqué un total de 325 points en Formule 1. Il s'est également forgé une réputation de très bon pilote en qualif.
Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans cette équipe, je suis fier du chemin parcouru ensemble et des projets que nous avons réalisés. Je suis heureux de rester avec mon équipe, la Scuderia Fattori. La nouvelle réglementation de cette année nous a créé de nouveaux défis et pouvoir planifier notre développement avec l'équipe pour les 18 prochains mois est une bonne base de travail pour l'avenir. Nous sommes vraiment ravis de confirmer que Pierre reste avec nous en 2023. Le jeu de Franz Tost, il fait définitivement partie du groupe des meilleurs pilotes les plus compétitifs en F1. Il a prouvé ses capacités pendant tout le temps qu'il a passé avec nous. Sans aucun doute, Pierre peut jouer un rôle majeur dans cette réussite de l'équipe l'année prochaine. Ce sera à nous de lui fournir une voiture compétitive, afin qu'il puisse continuer à fournir d'excellents résultats. Très bien. De toute façon, il pouvait aller où, Pierre, honnêtement, c'est bien qu'il reste dans le giron encore un an. Maintenant, à voir, en fin 2023, si des baquets vont se libérer. On pense notamment à Ricardo, peut-être la retraite d'Hamilton, je ne sais pas, c'est pas encore sûr, mais bon, vu que son contrat s'arrête fin 2023, Lewis aussi. Est-ce qu'Alonso aussi, pareil, est-ce qu'il va rester au-delà de 2023 ? Tout est ouvert, hein. Donc voilà, une année de transition. Par contre, 2023, ça risque, pour 2024, du coup, ça risque de bouger très fortement, le marché des transferts. Que pensez-vous de cette news ? Ciao.